Daniel, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui avec nous. Pour ceux d'entre vous qui ont lu Sapiens, une brève histoire de l'humanité, l'auteur Yuval Noah Harari explique de manière assez fascinante que l'humain est le seul animal qui peut transmettre par le langage des informations sur des choses qui n'existent pas. Et il dit finalement, c'est ça qui nous distingue. Il dit mieux encore, cette capacité à tisser des mythes, c'est ce qui nous permet d'imaginer des choses, de faciliter la coopération à grande échelle pour les construire. Harari dit ainsi que toutes les grandes réalisations humaines, de la construction des pyramides à la conquête de la Lune, s'enracinent d'abord dans des histoires et des mythologies. Et il dit aussi que l'entreprise est l'un des meilleurs exemples de telle fiction moderne, avant même qu'on parle de raison d'être. C'est vous dire combien ceci est encore plus vrai aujourd'hui. C'est justement de récits collectifs, d'imaginaire du futur et de la façon dont notre capacité à imaginer des nouveaux récits pour demain précède et active notre capacité à les réaliser, dont nous allons parler maintenant. Je suis très, très heureuse d'accueillir Daniel Kaplan, qui va nous expliquer comment innover, c'est d'abord changer de récit. Daniel est expert de l'innovation, penseur du numérique et des transitions, prospectiviste. Il a créé en 2000 la Fondation de l'Internet Nouvelle Génération, la FING, qui a publié sous sa direction d'ailleurs d'excellents rapports, dont un rapport que je vous recommande sur les transitions et un autre sur l'innovation facteur 4. Daniel a été délégué général de la FING jusqu'en 2016, où il a d'ailleurs travaillé sur les sujets de transition écologique aussi. Et depuis, il a créé le premier réseau mondial consacré aux imaginaires du futur, l'Université de la pluralité. Daniel, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Elisabeth et Anne, de l'invitation. Donc oui, on va parler imaginaire, transformation, futur. Et en gros, spoiler, pour vous dire, il ne peut pas y avoir de transformation significative de nos manières d'être, de vivre, de produire, sans transformation des imaginaires, c'est-à-dire, pour simplifier, des métaphores, des images, des histoires qui donnent sens à ce qu'on vit. Mais, deuxième spoiler, ça ne se décrète pas, ça se construit. Voilà en gros ce que je vous dirai pendant le reste du temps. Vous pouvez arrêter, faire autre chose. Mais je vais quand même essayer de vous l'illustrer un petit peu. Et d'abord, en commençant par vous dire que je ne suis pas tout à fait seul à dire ça. Si vous n'êtes pas récemment tombé sur un article, une interview qui dit « on a besoin de nouveaux récits », c'est que vous ne sortez pas assez ou vous ne lisez pas assez. Je vous ai juste pris là une petite sélection, mais en cherchant à la rendre un peu diverse, à y rassembler des gens qu'on ne pensait pas trouver ensemble dans le même type d'appel. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce que dit cette espèce d'appel général à des nouveaux récits. Et pour moi, il dit trois choses. Il dit d'abord qu'il n'y a pas de réponse technique, pas seulement au sens technologique, mais au sens juste d'ajustement, de faire mieux, de régler de manière juridique ou commerciale ou technologique tel ou tel problème. Il n'y a pas de réponse technique aux impasses actuelles et notamment aux impasses écologiques. En tout cas, il n'y a pas de réponse qui se contenterait d'ajustements techniques. Elle dit aussi que les paradigmes dans lesquels on pense, c'est-à-dire nos modèles de représentation du monde, nous bloquent aujourd'hui, ce qui explique vraisemblablement l'apparente impossibilité d'effectuer des changements importants, tant au plan politique qu'au plan corporate. Au fond, voilà, nous ne respecterons pas les accords de Paris, ça on pourrait dire c'est la partie politique, mais du point de vue corporate, on pourrait dire que pour l'instant, en tout cas, et peut-être que ce que vous faites va changer ça, mais 30 ans d'innovation verte, de RSE, etc., n'ont visiblement pas suffi, ne serait-ce qu'à significativement ralentir la courbe de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, pour ne prendre que cet exemple-là, et je pourrais parler évidemment aussi de la chute de la biodiversité, etc. Donc, il y a quelque chose qui coince, et pour nous, l'une de ces choses tient aux imaginaires, et on va y revenir. Ça dit aussi peut-être une troisième chose, c'est qu'il y a lieu, à mon avis, de s'inquiéter de la montée d'oppositions de plus en plus dures à la transformation, et notamment à la transformation écologique. Je pense qu'on le vit en France, on le vit encore plus radicalement aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'elle est, pour beaucoup, perçue comme un pur sacrifice, demandé d'ailleurs souvent, surtout aux plus aisés, en échange de pas grand-chose, en tout cas, pas aujourd'hui de perspective
sensible, de perspective perceptible. Dire simplement on va rester vivant, dire simplement le monde restera habitable, bien sûr c'est raisonnable, mais ça ne parle pas nécessairement aux tripes. Et donc il faut, ce que nous dit cet appel, c'est qu'il faut, pour changer vraiment, qu'on soit capable de concevoir qu'il peut y avoir d'autres manières de vivre, d'être, de produire, et même de nous y projeter, nous, personnellement, pour en faire des objets de désir, d'aspiration. Alors, d'abord, peut-être deux illustrations de la puissance des imaginaires et de leurs effets tout à fait concrets. La première n'est pas tout à fait neuve. Elle a quelques milliers d'années. On est dans la Genèse, donc au tout début de l'Ancien Testament. Dieu bénit l'homme et la femme qu'il vient de créer et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » En une phrase, en deux phrases, si on prend la suivante, s'installe la relation que nous avons encore aujourd'hui vis-à-vis du reste du vivant. C'est-à-dire que quand Descartes nous décrit comme maître et possesseur de la nature, ce n'est pas lui le coupable pour le moment, à ce niveau-là. Il interprète à sa manière, sûrement contestable, ces deux phrases. Et donc, on installe ça, nous nous installons dans l'idée que nous sommes fondamentalement différents, distincts et en possession, pas seulement en domination du reste du vivant, et énormément des manières que nous avons aujourd'hui de produire ou de consommer s'installent à partir de ça. Deuxième élément, plus récent, à l'exposition universelle de 1939, General Motors commande à l'un des grands designers de l'époque, Norman Bel Geddes, un diorama qui s'appelle Futurama, et qui décrit le monde extraordinaire, le futur extraordinaire des États-Unis, organisé intégralement autour de la circulation automobile. C'est tellement magnifiquement fait, c'est tellement beau, c'est tellement spectaculaire que ça installe le monde désirable qu'il va falloir construire pour les Américains, qui d'ailleurs se construit. On est en même temps pendant les grands travaux qui font sortir de l'Amérique de la crise, et évidemment installe un désir qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir, qu'on ne peut plus payer, et que d'ailleurs probablement on ne désire plus. Mais il a bien fallu passer par la création de l'imaginaire qui rendait visible ce que serait l'organisation de l'espace autour de l'automobile et qui le rendait profondément désirable, symbolique de ce que serait le futur. Et en fait, je vais vous prendre une troisième image qui est plus contemporaine. Ce que vous voyez là, c'est le drapeau d'une nation qui n'existe pas, qui est la nation des réfugiés. Au départ, c'est une œuvre d'art d'une artiste syrienne réfugiée, Yara Saïd, et elle commence sa vie dans des galeries. Alors, c'est une œuvre qui est évidemment, ce drapeau, il est coupé dans le tissu orange des gilets de sauvetage de celles et ceux qui meurent aujourd'hui en Méditerranée. Il est barré par voilà, un grand signe noir, vous voyez de quoi il s'agit. Jusqu'ici, il n'y a rien de spécial à en dire, si ce n'est qu'à se dire que c'est un symbole fort, sauf que circule l'idée qu'il pourrait y avoir une nation des réfugiés, que ça pourrait avoir un sens, et que d'ailleurs, si cette nation existait, ce serait peut-être la 4e nation au monde en termes de population. Et d'ailleurs qu'au JO de 2016 à Rio, le comité a accepté une délégation de réfugiés, mais en lui disant « vous n'avez pas de drapeau ». Et qu'est-ce qu'ils ont fait, évidemment? Ils en ont trouvé un quand même, et à des moments non officiels, ils l'ont déployé. À ce moment-là, l'œuvre d'art devient autre chose, devient ce qui commence à faire que cette idée-là qui existait dans les coins du web, qui circulait mais qui n'avait pas de force, que cette idée de nation commence à s'incarner dans quelque chose. Dès qu'il y a un symbole, il peut commencer à y avoir une nation. Et donc, voilà, 3 exemples simplement pour vous dire, l'imagination, ça produit du réel. Ce n'est pas le contraire du réel, ça produit directement des choses tout à fait réelles, tout à fait tangibles, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier. Ça le produit par l'intermédiaire de l'émotion et des sens, ça n'en est pas moins réel, c'est ce que nous dit Cynthia Fleury. Je ne développe pas plus. Alors le futur maintenant.
Ça tombe bien, en fait, on est dans le même sujet. Le futur, c'est par définition une construction imaginaire. Si le futur existait, il s'appellerait le présent. C'est une construction imaginaire qu'on peut certes chercher à fonder sur des analyses historiques, du repérage de tendances, de signaux faibles, vous connaissez tous ces mots-là. Mais ce que nous dit au fond Aurel Miller, qui est le responsable de la prospective à l'UNESCO et qui, cette année d'ailleurs, a obtenu que l'UNESCO considère, ils font un grand sommet là-dessus en décembre, que ce qu'il appelle la littératie du futur soit considérée comme une des compétences clés du XXIe siècle. Donc, c'est vous dire que ça devient quelque chose de significatif. Et pour autant, sa définition à lui, c'est de dire le futur, donc ça n'existe pas. Le futur, c'est une construction imaginaire. Et en fait, en fonction de ce qu'on va chercher à faire vis-à-vis du futur, on va construire cela d'une manière plus ou moins différente. Donc, il y a des manières de construire du futur qui s'appuient effectivement sur de la connaissance, mais plus vous fondez le futur sur de la connaissance, sur les fameuses justement tendances, mécanismes, variables, signaux faibles, etc., plus vous le colonisez avec des éléments du présent, ce qui est parfaitement légitime quand vos besoins, c'est de faire des planifications, c'est de faire de la gestion de risque, c'est-à-dire d'essayer de réduire ou de contenir l'incertitude. Mais ça ne marche pas si ce que vous cherchez à faire, c'est à faire advenir une autre réalité fondée sur d'autres mécanismes. Par exemple, un monde qui soit juste et zéro émission, qui vraisemblablement ne peut pas être juste un dérivé vaguement modifié de celui d'aujourd'hui. Là, ce qu'il faut, c'est quasiment faire l'opération inverse. Il faut ouvrir, il faut essayer, il faut inventer, il faut multiplier les possibles. Là encore, Aurel Miller a une belle expression, il faut changer les conditions de changement. Et bien, quand vous faites ça, vous faites exactement le contraire de la prospective qui réduit l'incertitude. Vous faites d'ailleurs ce que vous faites aussi quand vous innovez, vous augmentez l'incertitude. Vous multipliez les possibles, vous ouvrez des champs, et donc, par définition, vous augmentez le degré d'indétermination du futur. Ce sont bien deux opérations complètement différentes. Cette deuxième, dans laquelle nous, on se situe, c'est là, en tout cas, que l'imaginaire joue un rôle essentiel. Et c'est de cette conviction-là, au fond, qu'est né le réseau Université de la Pluralité, qui, d'une part, donc, relie celles et ceux qui mobilisent les arts et la fiction pour rendre d'autres futurs concevables, donc possibles, et qui, d'autre part, essaye d'inventer et de tester des dispositifs pour rendre ces pratiques accessibles et utiles à toutes et tous et à tout type d'organisation. Alors justement, à quoi ça peut vous servir, les arts et la fiction? Pardon. Je passe carrément sur ce que je considère comme pas spécialement intéressant ni souhaitable, qui est la mise en récit de projets que vous avez déjà, le storytelling, la communication. Et il nous faut un récit fort pour pouvoir rendre ça intelligible, familier. Pourquoi pas, c'est ni bien ni mal, mais en tout cas, vous, ça ne vous fera bouger en rien. Ça ne crée rien de particulier d'autre qu'une redite habile, plus ou moins habile de votre message, ce qui peut parfaitement être légitime. Ce n'est pas de ça qu'on parle, en tout cas. L'art fécond, l'art qui ouvre des possibles, l'art potentiel, comme dit Camille de Toledo, son but, c'est d'ouvrir des espaces à la fois pour ceux qui le créent et pour ceux qui en font l'expérience. D'ouvrir des espaces, c'est un peu comme quand on dit un bon roman, il y en a autant que de lecteurs, parce qu'en fait, chaque lecteur ou chaque lectrice va en faire une expérience différente et va en sortir transformé d'une manière différente. Je passe vite sur une autre chose qui est pas la plus intéressante, mais souvent celle qu'on va chercher, qui est la recherche de concepts inspirants de produits ou d'interfaces dans des œuvres de fiction. Voilà, le téléphone à clapet inventé dans Star Trek, ou le fameux, plus problématique, les fameuses interfaces tactiles de Minority Report. Ah, Minority Report, oui, bien sûr, c'est ce qui allait devenir l'iPhone, c'est magnifique, et du coup, on en oublie cette chose quand même majeure, qui est que Minority Report, c'est une dystopie. Ce monde est affreux. Mais non, c'est trop cool l'interface. C'est là où c'est pour vous montrer aussi qu'il peut y avoir des pièges. Pièges qui font que d'ailleurs, il existe aujourd'hui 2 entreprises dans le monde qui ont le front de s'appeler les précogs, comme
du nom de ces malheureuses personnes maintenues dans une espèce de bain amniotique et auxquelles on demande simplement de prédire les crimes qui vont arriver. Donc ça, bien sûr, on peut le faire. Ce n'est pas spécialement intéressant. Là encore, ça n'apporte pas grand-chose. Plus intéressant déjà est de voir à quel point des projets utopiques ou même carrément impossibles peuvent inspirer des réflexions en rupture. Ici, vous avez les projets Biosphère de Buckminster Fuller qui essayaient d'imaginer comment une communauté humaine pouvait vivre dans un espace clos sans aucun autre apport que de lumière, d'énergie solaire du coup, qui inspire par exemple, et on n'est pas obligé d'aimer, les projets du Seasteading Institute d'îles artificielles vivant en autosuffisance. On va trouver des projets de voyage interstellaire. Le voyage interstellaire avec les technologies d'aujourd'hui prendrait quelques milliers d'années. Donc, comment est-ce qu'on imagine d'emmener des humains qu'on ne peut pas cryogéniser puisqu'on ne sait pas les décongeler de manière à peu près raisonnable? Comment on emmène des communautés humaines qui donc doivent se reproduire pendant quelques dizaines ou centaines de générations dans cet espace clos? Qu'est-ce que ça amène à réfléchir sur l'espace, sur les manières de vivre, etc. Ou à droite, l'un des schémas, des tout premiers schémas des communautés transhumanistes, et dont en fait, qui date des années 80 à peu près, et dont si vous le regardez de près, ce que vous n'aurez peut-être pas le temps de faire là, on se rend compte que, là encore, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a été, il ressemble à une roadmap d'un certain nombre de travaux d'innovation tout à fait concrets, alors que c'est clairement un schéma aspirationnel des transformations du corps dans une perspective transhumaniste. Mais si on pousse encore un peu plus loin, quand Elisabeth a parlé de ce programme qui s'appelait Transition au carré, que j'avais lancé à la FIN et qui visait effectivement à essayer de rapprocher la perspective de la transition écologique de celle de la transition numérique, sachant que ce sont deux utilisations du mot transition en vrai très différentes, on le savait, mais on a triché, on a fait semblant de pas. C'est un programme qui, je pense, a produit des choses très intéressantes, mais qui a mis au moins 18 mois à le faire, parce qu'on a mis 18 mois à réussir à faire se parler les gens qui venaient du monde numérique et du monde technologique et les gens qui venaient du monde écologique dont la trajectoire était écologique. Et ce n'est pas parce que ces gens d'un côté ou de l'autre étaient méchants, n'avaient pas envie de se parler, au contraire, ils en avaient très envie, c'est parce qu'ils ne mettaient pas le même sens derrière les mêmes mots. Et pour le dire de manière tout à fait lapidaire, moi j'en suis venu à la conclusion que l'une des clés, c'était que nous avions fondamentalement, en termes de vision du monde, une relation aux limites qui n'avait tellement rien à voir qu'avant de l'expliciter, on ne pouvait pas se parler. Quand vous êtes un technologue, une limite, c'est un truc à péter. C'est un truc insupportable. Et d'ailleurs, quand vous allez déposer des projets de financement d'innovation ou de R&D, on va vous dire quel est le verrou que vous allez faire sauter. Quand vous êtes dans une tradition écologique, une limite, c'est par exemple les limites planétaires, les frontières planétaires, c'est quelque chose en deçà de quoi il faut vous ramener ou il faut rester. C'est une relation complètement différente qui vont donner des sens, par exemple, à des agendas complètement différents. Même si vous êtes un technologue convaincu du fait qu'il y a un changement climatique et que l'humain en est responsable, vous allez, s'il s'agit de faire sauter les barrières, vous allez soit essayer de les faire sauter d'un point de vue technologique bien dur, on va faire de la géoingénierie, on va trouver enfin l'énergie infinie et qui ne coûte rien, ou on va essayer de faire disparaître par magie la limite, c'est le fantasme éternel dans le numérique de la dématérialisation de tout, y compris, pourquoi pas, du corps. Si on n'avait pas ce corps à nourrir, qu'on était juste des circuits électroniques, ça coûterait peut-être moins cher et ce serait nettement mieux pour la nature. Je vous laisse désirer ça ou pas. Ce n'est pas forcément tout à fait le même agenda d'innovation que l'autre. Pour terminer ou presque, je voudrais partager avec vous, parce que c'est quand même un peu votre sujet aussi, deux façons de faire. La première qui est la nôtre, en tout cas qui fait partie de nos façons de faire, qui consiste à
commencer à aborder des sujets prospectifs très très concrets, ici un travail sur les futurs des mobilités, en allant chercher ce qu'on appelle des fragments de futur dans les arts et la fiction, c'est-à-dire des choses qui se trouvent aujourd'hui dans des travaux artistiques, fictionnels, de design, des utopies, etc., et qui vont aller regarder le futur de cette question-là d'une manière différente. Et ce qui est encore plus intéressant, d'ailleurs, c'est d'ouvrir cette demande-là et donc de demander à chacun, chacune de celles et ceux qui vont vouloir participer à ce type de projet, d'apporter quelque chose qui les inspire, qui vient des arts et de la fiction et qui les inspire pour une raison ou pour une autre à ce sujet-là. Donc sur mobilité, par exemple, on en a aujourd'hui 128, je crois, qui ont servi de base à tout un travail ensuite collectif de production de nouveaux récits qui ont été coproduits entre des autrices de science-fiction et des professionnels et des experts des mobilités. La deuxième façon de faire, qu'on doit dans ces deux exemples à Frédéric Aïtouati, associé à d'autres à chaque fois, et pas mal dans l'orbite d'un Bruno Latour, c'est d'une part ce que vous aviez, ce que peut-être certains d'entre vous connaissez, le théâtre des négociations qui est au Théâtre des Amandiers de Nanterre, juste en amont de la COP 21, avait simulé une négociation sur le climat, mais dans laquelle un certain nombre de délégations représentaient non pas comme d'habitude des pays, mais toute une série d'autres forces planétaires qui sont jamais présentes dans la négociation, alors même que, en positif ou en négatif, leur action ou leur réaction à nos actions à nous ont des effets tout à fait essentiels. Donc il y avait des délégations du sol, des délégations des fleuves, des délégations d'un certain nombre d'espèces en voie de disparition, des délégations des abeilles. Voilà, si on n'a plus les abeilles, ça a des conséquences tout à fait concrètes et donc ce serait pas plus idiot de négocier avec les abeilles que de négocier avec le Pérou. C'était un peu ça l'idée. Et le deuxième travail qu'a fait Frédéric avec deux autres personnes plutôt architectes urbanistes, c'est un travail passionnant qui s'appelle Terraforma, de repenser la cartographie à l'ère de l'Anthropocène, en disant qu'est-ce qu'il faut savoir représenter pour comprendre le monde et agir dessus. Et donc, penser les changements de représentation, on est bien au cœur de ces imaginaires. Alors, c'est encore un travail de recherche. Vous voyez que la carte que vous avez ici, elle n'est pas tout à fait facile à faire, mais l'idée que, par exemple, il faut pouvoir représenter, il faut avoir des cartes de la zone critique. La zone critique, c'est la zone qui s'étend depuis quelques centaines de mètres en dessous de la surface du sol jusqu'à quelques kilomètres au-dessus de la surface du sol, et qui est la toute petite zone dont la survie de l'ensemble du vivant planétaire dépend. Arriver à représenter ces zones critiques et les interactions au sein de cette zone critique, voilà par exemple quelque chose d'absolument essentiel. Tant qu'on n'a pas de représentation de ça, l'idée que l'écologie est une question systémique, etc., reste abstraite. Et donc, voilà le type de travaux qui essayent de se faire là. Pour vraiment terminer maintenant, Elisabeth m'avait demandé une liste de faites, ne faites pas. Elle avait dit des do's et des don'ts, mais comme elle à juste titre, elle dit, ouais, mais on parle trop anglais alors que ce n'est pas nécessaire. Les faites, ne faites pas. Donc, je réponds toujours aux demandes. Par contre, je ne l'ai pas écrite de manière à ce que ce soit plus voilà, quelque chose à penser. Et donc, je vais aller très vite. Dans les choses à faire, la première chose, et ça c'est ce qu'on a pu constater notamment quand on a partagé des fragments de futur ou demandé à des gens de partager leurs fragments de futur, reconnectez-vous à votre propre imaginaire, au truc qu'on vous a appris à désapprendre parce qu'on est dans les indicateurs, parce qu'on résout des vrais problèmes, parce qu'on est dans le concret nous et tout ça. Pourquoi vous êtes là où vous êtes et pas ailleurs ? Qu'est-ce que vous aimeriez apporter au monde et pourquoi c'est comme ça que vous vous représentez votre rôle? Qu'est-ce qui évoque pour vous l'image d'un monde meilleur? Il faut arriver à revenir à ça parce que, au fond, ce sont ça les émotions qui vous mènent ou qui vous mèneront ou qui devraient vous mener. Deuxième élément, allez chercher dans les imaginaires existants.
non pas ce qui illustre votre message, mais ce qui vous invite au contraire à l'interroger. Qu'est-ce qui vous challenge? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous choque? Pourquoi? C'est ça qui, probablement, est le plus intéressant. Utilisez les arrêts de la fiction comme des exercices de pensée. Le but, ça n'est pas d'illustrer ce qu'on pense et ce qu'on veut faire, c'est de regarder au-delà des paradigmes du présent, de regarder les choses que vos manières habituelles de faire ne vous permettent pas de voir. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, et là, j'espère ne pas vous troubler dans l'exercice, mais j'enseigne un petit peu, et la première, notamment sur l'innovation, et la première chose que j'essaie d'enseigner, notamment sur l'innovation un peu radicale, la première chose que j'essaie d'enseigner à mes étudiants, c'est débarrassez-vous de l'idée que l'innovation, surtout importante, sert à résoudre des problèmes. C'est incroyablement libérateur de se débarrasser de ça, sauf que, comme on a aussi, il y a une deuxième chose dont il faut se débarrasser dans une perspective durable, c'est que l'innovation doit servir à créer des besoins, évidemment. Donc, mais qu'est-ce qu'elle fait si elle ne crée pas de besoins et si elle ne résout pas non plus de problèmes? Ben, l'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce que mon innovation ouvre des possibles féconds et comment est-ce que je peux essayer de travailler à la fécondité de cette innovation, c'est-à-dire au fait qu'elle permette à d'autres de faire des choses, qu'elle puisse vivre sa vie indépendamment de moi, en espérant qu'évidemment elle le fasse et en essayant de faire en sorte qu'elle le fasse en produisant des effets positifs. Et donc pour ça, simplement, sachez ne pas introduire les indicateurs trop tôt. Les indicateurs tuent l'innovation, les indicateurs, il n'y a pas d'indicateurs pour changer de monde. Au contraire, les indicateurs sont là pour vous empêcher de changer de monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Débarrassez-vous le plus longtemps possible des indicateurs. Je sais bien que vous ne pouvez pas le faire tout le temps, mais le plus longtemps possible, ou trichez si vous voulez, de toute façon, vous le faites tous les jours. Et dernier point, n'opposez pas imagination et action. Je crois que je vous l'ai montré, l'imagination, ça produit du réel, et le réel, l'expérience du réel, produit de l'imagination. Il n'y a pas d'action sans imagination et il n'y a pas d'imagination sans action. Voilà, et je vous laisse sur cette image qui vous dit donc que toute affirmation à propos du futur, y compris les miennes, est à prendre avec un grain de sel. Merci Daniel. J'aime beaucoup cette innovation féconde et j'aime beaucoup cette idée que les indicateurs vous empêchent de changer le monde. Je crois que le seul indicateur qui vaille, c'est la petite flamme qu'on ressent et l'enthousiasme qu'on a à porter les projets. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais coupler peut-être la question de Véronique et de Nathalie. Véronique demande, faut-il un récit ou des récits? Tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Le film demain est inspirant pour certains, agaçant pour d'autres. Comment faire la synthèse? Et du coup, la question de Nathalie est, quelle est selon vous la meilleure architecture de storytelling à suivre pour déclencher la prise de conscience? Voilà. Comment pouvoir toucher le plus grand nombre ou alors s'adresser à la diversité des attentes? Alors, sur la première question, la raison pour laquelle on s'est appelé Université de la pluralité, c'est que, bien sûr, c'est des récits. Il y a eu un moment historique où on pensait qu'effectivement, la compétition se passait entre tel grand récit et tel autre grand récit. Il y en avait, bon, voilà, l'avenir radieux communiste, le Reich de Milan, le progrès technologique, la démocratie, etc. Il fallait adhérer et toute l'idée était justement de dire à ce moment-là, il va falloir construire le récit de manière à ce que l'ensemble de la population y adhère. Ça, c'est fini. C'est pas forcément que dommage, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et c'est d'autant plus fini que c'était des discussions qui se passaient au sein d'une petite minorité ou d'une petite moitié de l'humanité, mais même plutôt d'une minorité, en gros européenne et américaine, qui pensait qu'elle disait au reste du monde ce qu'il fallait faire et penser. Ça aussi, c'est terminé. Aujourd'hui, on a des cultures qui s'affirment de manière complètement autonome et dont même la relation au temps est complètement différente. Et donc, bien sûr que la question n'est pas de trouver le récit, et c'est pour ça que je parle de récit ou d'imaginaire transformateur pour ceux qui les reçoivent comme pour ceux qui les créent. C'est que la clé,
c'est que nous ayons la capacité de recevoir, produire, échanger, discuter des récits. Ça nous évitera d'ailleurs de discuter d'identité, de passé fantasmé, etc. Ça nous permettra de commencer à discuter de perspectives, de désirs, d'aspirations. Donc, la clé, c'est la multiplicité des récits et même pas dans l'idée qu'il y a un marché du récit et que les gens vont pouvoir aller choisir sur étagère. Il y a un marché du récit, mais que les récits les plus intéressants sont justement les récits féconds, c'est-à-dire ceux que l'on peut s'approprier, que l'on peut faire nôtres et qu'on va continuer, en fait, ou qu'on va mettre en discussion, ou qu'on va forquer, comme on dirait dans le logiciel libre. Et du coup, je ne sais pas répondre, et je ne veux pas répondre à la question de l'architecture de storytelling, parce que le but, c'est justement pas de créer un dispositif déterministe dont on connaîtrait les recettes pour que si on met ça à tel endroit dans l'histoire, on va produire tel effet chez le récepteur qui n'est qu'un récepteur. Le but, c'est de se changer réciproquement par le biais des imaginaires, c'est-à-dire par quelque chose qui associe non pas seulement la raison, mais les sens, les affects, dans un dispositif de dialogue et de coproduction. Et donc, à ce moment-là, il y a autant de manières de faire que possible. La seule chose que je peux dire quand même, c'est que quand on a produit, là, on commence à avoir fait beaucoup, y compris en ligne, justement, enfin, même principalement en ligne ces temps-ci, d'ateliers dans lesquels on met des personnes qui n'en sont pas du tout spécialisées en position d'écrire ensemble de la fiction. Et de plus en plus, on le fait en travaillant avec des auteurs et des autrices, ou des artistes d'ailleurs, pas seulement des auteurs de science-fiction, mais parfois aussi des artistes visuels ou d'autres, qu'on va choisir parce qu'ils ont l'habitude de faire des ateliers d'écriture. Et il y a une clé dans tout ça, c'est de faire en sorte que les gens produisent des bonnes histoires, c'est-à-dire des histoires qui peuvent être lues par des gens qui n'étaient pas dans l'atelier, pour le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une obligation formelle. Il faut que les personnages, s'il y en a, ou les situations fassent vrai. Il faut que le déroulé soit cohérent avec les hypothèses de départ. Les hypothèses peuvent être complètement folles. On peut être dématérialisé dans les étoiles, etc. Ça, ce n'est pas important. Mais si par contre, ce qu'il se passe 3 pages plus tard n'est pas cohérent avec ça, vous le sentez, vous avez tous senti physiquement à un moment qu'un scénario n'était pas cohérent, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est dans le corps qu'on le sent. Donc, c'est ça qui est essentiel. Il faut construire des bonnes histoires. Et à ce moment-là, vous verrez qu'en réalité, l'autre signe de la bonne histoire, c'est qu'à un moment, elle vous échappe. Et là, vous êtes dans la page 2, vous êtes en train d'écrire un truc, vous dites, mais pourquoi j'écris ça? Parce que c'est la logique de l'histoire. Et de temps en temps, du coup, vous allez écrire des choses qui peuvent choquer, qui vont vous questionner. Vous allez vous dire, mais je ne peux pas publier ça sous le nom de ma marque. On l'a fait avec Vinci, je le cite, parce que Vinci a produit sur le futur du travail des histoires dans lesquelles il y avait à la fois des choses très intéressantes dans lesquelles cette entreprise de bâtiments, travaux publics, qui gère aussi des autoroutes et des aéroports, s'était projetée dans un monde durable, et Dieu sait qu'elle est challengée, et en même temps dans laquelle elle avait par exemple des pratiques de travail absolument dégueulasses. Et les groupes qui avaient produit ça, de l'intérieur de Vinci, s'étaient dit, mais ok, mais ça c'est quand même bizarre. Oui, mais c'était la logique. Et Vinci a eu le courage de le publier en disant, ce sont des futurs imaginables, mais pas forcément souhaitables. Il faut qu'ils nous fassent réfléchir. Cette histoire était donc grise, positive, négative, grinçante. C'est pour ça qu'elle était forte. Alors justement, à ce sujet, Daniel, on a une question de Céleste qui me fait penser à un article qui est paru dans Le Monde en juin, je crois, qui disait il faut que maintenant la science-fiction abandonne les dystopies, abandonne les récits de fin du monde pour verser dans un optimisme. Je crois que le titre de l'article, c'était un optimisme subversif, en disant que historiquement, la science-fiction avait pour but d'alerter les époques qui étaient fascinées par le progrès, mais que maintenant que tout le monde en avait très peur, elle devait d'une certaine façon prendre le contre-pied. Et Céleste nous dit, la science-fiction au cinéma ou en littérature donne effectivement une vision hors sol et très déshumanisée du monde de demain qui, d'une certaine façon, contribue à accroître l'anxiété. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que ces arts changent un peu leur de braquet ou d'orientation?
C'est compliqué parce que quand vous dites d'abord à un artiste, il faut écrire comme ça, C'est sûr. vous entrez sur un territoire très, très, très inquiétant. La question, c'est plus qu'est-ce qu'en disent les artistes eux-mêmes, en fait. Est-ce qu'ils se disent on a une responsabilité, notre responsabilité sociale a changé, en fait, de sens, peut-être, de direction? Parfois, le point, c'est qu'en fait, moi, j'aime pas l'opposition utopie-dystopie. Je la trouve, si je peux me permettre, trop facile. Le point, c'est que c'est très facile de faire une dystopie. En gros, vous passez à l'extrême une caractéristique du monde d'aujourd'hui, vous avez une dystopie. Donc, c'est très, très facile à raconter. Construire une utopie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que vous avez besoin ne serait-ce que pour des projets, de vous mettre ensemble pendant autant de temps, parce que c'est beaucoup plus multidimensionnel. Et donc, ce qu'essayent de faire quand même pas mal d'auteurs, mais ce n'est pas forcément ceux qui sont simplement produits par Hollywood, hein, c'est de faire les deux à la fois. C'est-à-dire que dire on va faire un truc super cool, aspirationnel, tout ça, etc., c'est pas non plus très intéressant parce que quand même, il y a des caractéristiques extrêmement inquiétantes et problématiques dans le monde d'aujourd'hui. Donc, faire semblant qu'elles ne sont pas là pour se dire non, non, il ne faut pas se désespérer, n'aide pas en réalité, et peut même ressortir du déni. Et donc, on trouve, si vous pouvez aller voir par exemple un recueil qui vient de sortir aux éditions La Vole qui s'appelle « Sauf qui peut, demain la santé ». Au départ, ce n'est pas joyeux et toutes les nouvelles ne sont pas joyeuses, loin de là. Mais beaucoup d'entre elles montrent à travers un monde dans lequel des questions climatiques ou la misère de l'hôpital public, etc., se manifestent et créent des réalités lourdes, des manières dans lesquelles les gens recomposent d'autres réalités. C'est ce que Yannick Rapala appelle des hétérotopies, c'est-à-dire on n'est ni dans l'utopie ni dans la dystopie, on n'est pas en train d'assigner un signe à ce qu'on écrit, on est en train de créer un exercice de pensée qui permet d'imaginer qu'il y a d'autres possibilités. Et que ces possibilités, elles sont comme dans le monde réel, elles sont compliquées. C'est-à-dire, je ne sais plus qui disait, un monde utopique, ce n'est pas un monde idyllique. Dans un monde utopique, on s'engueule encore sur ce que serait un monde utopique, par exemple. J'espère, parce que sinon, ça veut dire que c'est une dictature. Vous voyez? Et donc, je pense qu'en fait, il y a un peu une illusion d'optique dans cette idée-là. Ce qu'on voit le plus publié comme œuvre peut avoir ce côté dystopique. Ce n'est pas toujours aussi vrai. Ce qui est un peu moins connu dans la science-fiction africaine, par exemple, qui est absolument passionnante, dans une bonne partie aujourd'hui de la science-fiction américaine, par exemple dans tous les courants queer de la SF américaine, il y a des choses qui sont tout à fait passionnantes et assez réjouissantes, ou justement dans les éditions La Vole, qui sont des éditions très engagées à gauche, très engagées tout court. Voilà, le roman dont tout le monde parle, Les Furtifs d'Alain Damasio, c'est à la fois une dystopie au sens où les villes ont été toutes privatisées, Orange appartient, vous devinez à qui, et je ne sais plus, Lyon ou Marseille à Sivin, donc vous voyez à peu près à qui ça fait penser. Et en même temps, c'est sans arrêt le récit de communautés ou de manières de faire ou de formes de réaction qui réouvrent des espaces et qui rendent des choses qui paraissent aujourd'hui impossibles, pensables. Donc c'est ce type d'exercice qu'il s'agit de faire plutôt que de dire je vais raconter des histoires positives, point. Ça, très vite, n'importe quel lecteur, un, s'ennuie, deux, se dit bon, quand même, c'est un peu gnangnan. Et donc, vous n'auriez pas envie de les lire, en vrai. Donc, cherchez des histoires que vous auriez envie de lire. Il faut une tension dramatique. Et à ce moment-là, souvent, vous y trouverez en fait un peu plus de rayons de lumière qu'il n'y paraît.
Daniel, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes et il y a une question qui nous agite beaucoup. Nous travaillons en entreprise et qui agite plus particulièrement Emmanuel, Elénie et Florence, mais se sentent vraiment tous concernés sur ces fameux KPI tueurs de l'innovation. Comment, certes, ils tuent l'innovation, mais jusqu'à présent, c'est les seules mesures que les entreprises emploient. Donc, comment changer ces indicateurs? Comment faire passer cette idée que justement, il faut ouvrir des champs plus féconds, plus larges? Voilà. Est-ce qu'on vous demande d'élaborer un peu sur ces KPI tueurs d'innovation? Alors, je n'ai pas de recette miracle. Je peux commencer quand même par un point qui est une expérience qui commence à être ancienne, là, okay, 5 ans. À l'époque, on avait aidé BPI France à répondre à une crise interne qu'ils avaient d'une certaine manière dans leur tête, qui était de dire comment a-t-on pu faire pour dire à Blablacar qu'ils n'étaient pas innovants? Parce que c'était bien ce qui s'était passé. Et la raison pour laquelle c'était ça, c'était que pour juger du caractère innovant d'un projet, BPI France, comme à peu près tous les acteurs publics du soutien à l'innovation, jugeaient en vrai de l'innovation technologique. Et donc, ils avaient des feuilles Excel avec plein de manières de noter, etc., dans laquelle ça commençait par en quoi le projet fait-il avancer l'état de l'art technologique. Et la réponse de Blablacar, c'était en rien. Et heureusement d'ailleurs, puisqu'il s'agit de faire une plateforme qui marche pour énormément de monde. Donc, la dernière chose dont vous avez besoin sur une plateforme de ce type-là, c'est d'un truc tout neuf technologique qui va donc vraisemblablement planter de temps en temps. Et donc, on leur a répondu, vous n'êtes pas innovant. Et donc, on a fait tout un travail qui visait à les aider à prendre en compte l'innovation telle qu'elle se passait pour de vrai, en montrant que la plupart des innovations significatives qui avaient vraiment transformé les termes de référence de leur marché depuis ces dernières années n'avaient pas de fondement technologique, ce qu'on trouve quand même dans les manuels de management, de gestion de première année, hein, l'innovation de produits, l'innovation de machin, etc. Bon. Mais c'était quand même toujours pas là. Et alors, et au fond, sans y penser, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a fait disparaître le tableau Excel. Et là, d'un coup, on est devenu hyper populaire auprès des gens, des personnes qui instruisaient des projets sur le terrain. On disait, enfin, on est des adultes. Enfin, nous qui sommes, en plus, c'est des gens super malins, qui ont vu plein de projets, qui ont fait des très bonnes études, etc. Donc, enfin, Et ce qu'on avait, on n'avait pas rien, mais on avait des radars. C'est-à-dire qu'on pouvait sentir dans quelle direction, à la fois à quel point quand même un projet pouvait paraître novateur quelque part, mais aussi quelles composantes d'innovation, et là c'était vraiment que du qualitatif, et ça pouvait avoir plein de conséquences sur le type de financement dont ils avaient besoin, sur leur rythme de développement. Voilà, si vous êtes une innovation fondamentalement technologique, votre cycle n'a rien à voir avec une innovation qui serait fondamentalement une forme de commercialisation ou une transformation de votre business model, ce qui est d'ailleurs l'origine du mot disruption. Hein. Le créateur du mot disruption, pour lui, c'était une forme d'innovation très précise par le bas de l'échelle, par le modèle d'affaires. Et donc on a quelque part remplacé des choses précises, des notes précises par des représentations spatiales qui donc permettaient pas d'hiérarchiser bien clairement, ça c'est beaucoup plus que ça, etc., mais qui permettaient quand même de s'orienter et d'avoir un type de relation avec les gens. Innovation Facteur 4 dont parlait Elisabeth vient du constat qui nous avait frappé, à quel point la plupart des innovations vertes n'avaient pas de travail sérieux sur l'impact vert de leur innovation et que les financeurs n'en avaient pas non plus. Et donc, ou que quand il y en avait, ça faisait passer les projets des entrepreneurs aux chausse-pieds dans des critères bien précis et qui ne marchaient jamais. Donc, comment on peut essayer de trouver, c'était une autre manière, de trouver une manière d'obliger les innovateurs qui voulaient produire un impact positif
à fonder quand même leur discours pour montrer que leur projet avait des chances de produire ça, sans devoir se caler au chausse-pied dans le référentiel d'un autre qui disait « Oui, mais en fait, moi, je m'intéresse qu'au CO2, mais ce n'est pas mon problème, moi, je travaille sur l'eau. » Donc, je ne vous réponds pas entièrement, mais je vous réponds en disant voilà, plus de qualitatif, plus d'orientation, plus de manière de comprendre justement, peut-être un peu comme je le disais sur le discours, de comprendre la cohérence d'un projet plutôt que d'en planifier les résultats qui de toute façon seront faux. Ça ne va pas se passer comme ça, le projet d'innovation. Ça, vous pouvez le savoir déjà. Donc, en fait, voilà, mettez des indicateurs, ou alors amusez-vous, mettez des indicateurs avec des coefficients d'erreur de 100%, comme ça. Non, mais d'où effectivement la force de l'enthousiasme, de la conviction personnelle pour entraîner, parce que si je prends les exemples que dont je vous ai parlé, les deux vaches, c'était tout petit, tout kiki, et vraiment, chez Danone, ils n'arrêtaient pas de dire, mais il faut arrêter ce truc, hein, parce que vraiment, c'est rien. En même temps, Danone avait lancé Sensis, immense projet avec beaucoup de moyens. Bon, ben on s'est accroché, on a dit mais laissez-nous tranquille, on aura des petits moyens, on va avancer tranquillement. Et regardez aujourd'hui, voilà, c'est devenu extrêmement important le bio. Les Danone du monde, et Lénie peut en témoigner, c'était pareil, on était hors KPI, on n'a rien de marché, c'était voilà, ça ne fonctionnait pas. Il a fallu insister, convaincre, dire mais quand même tenter la chance, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus de croissance chez Danone France. Mais vous avez raison, et vous pointez, je pense, un point important, c'est que beaucoup de ces projets, une manière aussi d'éviter les KPI, c'est de dire, OK, mais moi je veux bien commencer petit. Donnez-vous, rappelez-vous une chose quand même, l'Internet, c'est un truc important, est né à l'intérieur de la fameuse DARPA, à l'intérieur d'un département dont la seule mission était de soutenir des projets Zarbi qui rentraient dans aucune case. Donc, il n'avait pas beaucoup d'argent, ce département. Il y avait, voilà, c'est un peu comme dans un portefeuille, vous diriez, voilà, j'ai 5% pour des projets, bon, je ne sais pas trop, vraisemblablement ça va planter, mais si ça marche, c'est quand même vraiment intéressant. À cela, je ne vais pas trop demander de choses, surtout pas au début. De plus en plus, évidemment. Je vais juste demander justement une cohérence. C'est-à-dire, est-ce que le récit que vous me racontez se tient et est-ce que je peux y croire Et donc, voilà, c'est peut-être une manière de ce type-là. C'est-à-dire, à ce moment-là, commencez petit, avancez doucement, ayez, en tant qu'entreprise, dans une gestion de portefeuille, la capacité à dire j'ai des petites zones sur lesquelles je n'ai pas les mêmes exigences que sur les méga projets dans des marchés de référence que je connais par cœur, et où là, c'est normal d'avoir des indicateurs. L'indicateur, c'est pas mal partout, c'est mal si vous voulez changer de paradigme. Ça vous empêche de le faire. Ça vous empêche complètement de le faire. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et par définition, les projets qui vont changer vont commencer petits et évoluer. Et en revanche, ce qui est important, c'est quand même d'avoir un client en interne, néanmoins, parce que si le projet il est trop déconnecté de la vie de l'entreprise, ça ne fonctionne pas non plus. Oui, sûrement. On va finir. Bon, Elisabeth, tu conclus? C'est ce que j'essayais de faire, Anne. J'étais passionnée. Si je peux me permettre. Daniel, non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que te remercier, Daniel, pour cette intervention extrêmement éclairante qui nous libère de la volonté de faire gros tout de suite et puis qui nous libère aussi de la tyrannie des indicateurs, en tout cas qui nous donne des à faire et à ne pas faire pour essayer de s'en libérer. Merci beaucoup. Alors,